Aïe, 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 bonjour. Bon après-midi à toutes les consoeurs et tous les confrères. Alors, on va arrêter d'abord la musique. Voilà. Donc, je m'excuse pour le bruit. Il y a des travaux en cours. Alors, re-bienvenue, chers consoeurs, chers confrères, à ce quatrième module de formation aujourd'hui sur la réglementation sécurité incendie pour les établissements recevant des travailleurs. Je vois nos chers confrères de Tanger, M. Adil Bar, M. Fauzi du bureau d'études sécurité incendie BESI, Tabarakallah alayh, qui nous a accompagnés durant les 3 modules précédents que vous retrouverez sur le blog du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger. Donc, salutations donc à toutes les consoeurs et tous les confrères. Sila Alami, marhaba bik. Alors, donc, voilà, la réglementation sécurité incendie, c'est depuis le début d'année, avec la notice de sécurité, on doit donc se former, on doit faire attention à pas mal de choses. Elle est devenue obligatoire, cette notice de sécurité incendie. Et donc, Monsieur Adil Faouzis va nous éclairer aujourd'hui sur les établissements recevant des travailleurs. Alors, je vous rappellerai les bons usages pour ces conférences sur Zoom. Il faut ne pas oublier verrouiller votre micro, à part si vous avez des questions, bien sûr, pour éviter les bruits parasites. Voilà, donc je vous souhaite une bonne formation et on donne la main à Si Fauzi. Bienvenue à lui et merci encore pour vos efforts. Merci. Allez, Si Fauzi, c'est à vous. Merci, c'est Karim et bonjour à tout le monde. Donc, j'attendrai. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. On voit très bien votre présentation. Voilà. Eh bien, super. Bonjour tout le monde. Donc, comme il a expliqué, c'est Karim. Donc, aujourd'hui, ça va être l'établissement au second des travailleurs. On a fait on a fait l'habitation. On a parlé de législation qui régit l'habitation. On a parlé des établissements au second du public. On a parlé des IGH, les immeubles de grande hauteur, le renforcement de la sécurité au sein, que ce soit habitation en dépassant les 50 mètres, que ce soit les établissements au second du public en dépassant les 28 mètres. Chaque fois, je le redis, par rapport au plancher, les derniers planchers accessibles au public. Et après, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir les établissements sur du travailleur. Ça, c'est le point très, très, très essentiel parce que les établissements sur du travailleur, ça chapeaute des fois entre deux types d'activités. Ça veut dire, je m'explique, ça veut dire on peut avoir une administration, comme on peut avoir un atelier, comme on peut avoir une unité industrielle. Donc, ça dépend le classement et ça dépend la spécificité du bâtiment, de l'activité au sein de ce bâtiment. Donc, on va voir la différence entre les deux et surtout par rapport à une des questions la dernière fois d'un de vos confrères qui avait posé par rapport à la classification un ERP et un établissement recevant du public et un établissement recevant du travailleur parce que des fois, on a une interprétation de la réglementation et on tombe, comme ce qu'il a expliqué la dernière fois un de vos confrères, il y a eu un conflit entre le bureau d'études et le bureau de contrôle par rapport, il y en a un qui le classe en établissement sur du travailleur et il y en a un qui le classe en établissement sur du public. Et on va voir, c'est l'objectif, c'est vraiment comprendre la spécificité de l'établissement sur du travailleur qu'on peut trouver à n'importe quelle activité, à n'importe quel bâtiment, que ce soit ERP, IGH, on peut trouver toujours une partie de ce bâtiment qui régit dans l'ERT. Donc l'ERT, il ne suit partout. Donc, c'est une spécificité et on va voir les obligations réglementaires et la spécificité, les contraintes réglementaires et les astuces, bien sûr. C'est l'objectif de cette formation. Donc, bien sûr, on est toujours sur le même décret. C'est le 1510-2014, c'est le décret marocain, c'est la base réglementaire ici au Maroc. Donc, c'est notre base, que ce soit pour l'habitation, on l'a pris pour l'habitation, on l'a pris pour l'ERP, l'établissement de santé publique, on l'a pris pour l'IGH et aujourd'hui, on le prend comme base réglementaire pour les ERT, pour les établissements sur du travailleur.
Et après, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on verra tout ce qui est établissement, les installations classées pour l'environnement. C'est le dernier module qu'on va voir. Et c'est là on va basculer entre l'ERT et les établissements, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. C'est voilà, c'est une législation à part que voilà, ce qu'on va développer la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, les établissements, la définition. La définition réglementaire, c'est toute une partie d'un immeuble où, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur ou les immeubles de recevement du public, on peut avoir des établissements sur le travailleur. C'est tout simplement une partie désignée ou dédiée pour les travailleurs, tout simplement. C'est que les travailleurs qui puissent intégrer cette zone. Donc, on peut avoir un bâtiment entier dédié et classé ERT, établissement sur du travailleur, comme l'administration, ce qu'on dit l'administration, ça veut dire on peut avoir combiné, on peut combiner entre les deux. On peut avoir des ERT, des établissements du travailleur dans les centres commerciaux, la partie dédiée pour les salariés travaillant dans ce centre commerciaux. On peut avoir une partie du bâtiment ERP, établissement du travailleur, admettons un hôtel, dont la partie arrière qui est dédiée pour les travailleurs. Donc, c'est ça l'aspect du travailleur. Mais la confusion, elle est où? La confusion, elle est dans l'ERP, les établissements recevant du public, dans la petite phrase qui spécifie que sous une invitation, parce que quand on dit le législateur, il spécifie sous une invitation et ça rentre dans le cadre d'un ERP, ça veut dire que voilà, ça peut être une fête, ça peut être voilà, un théâtre, par exemple. Dans un théâtre, on peut avoir une fête qui est dédiée que sous une invitation. Il peut y avoir une réunion sous une invitation. Donc, on peut combiner les deux. L'établissement du travailleur, c'est vraiment dédié pour les travailleurs. On peut recevoir des fournisseurs, on peut recevoir des entreprises avec qui on travaille extérieur, des prestataires de services et tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on reçoit de cette sorte de personnes au sein de notre bâtiment que systématiquement, on va être classé ERP. Non, on est toujours dans un ERT. Pourquoi on prend l'activité principale? Donc, dans notre activité principale, si c'est un ERT, si c'est un établissement recevant du travailleur, c'est l'activité principale qui prime. On ne peut pas se baser par rapport à une telle ou telle personne qui rentre. Pourquoi? Parce que c'est des prestataires ou telle personne qui intervient au sein de notre bâtiment ou des fournisseurs ou des clients que systématiquement notre bâtiment est régi par un ERP. Donc, c'est ça la confusion entre les deux. Donc, on entend pour les lieux, c'est la législation, on entend par le lieu de travail, c'est le lieu destiné à recevoir les postes de travail. Ça veut dire qu'il y a un poste de travail, ça peut être le centre d'appel, ça peut être des ateliers, ça peut être des unités industrielles aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des unités industrielles, si par rapport à la substance, par rapport à l'activité, ce qu'on va voir la semaine prochaine, si cette substance ou cette activité ne les renvoie pas sur une spécificité, ça veut dire les établissements recevant les installations classées par l'environnement, donc systématiquement, ça revient, ils sont régis par l'ERT, par établissement recevant du travailleur. Donc c'est ça un petit peu la confusion entre l'ERP et l'ERT. Donc l'ERT, c'est l'activité principale, tout simplement. C'est une administration, j'ai cette partie, il n'y a que de l'administration, ben c'est l'ERT. Mais aussi, donc on peut se baser aussi sur la déclaration du maître d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage, c'est lui qui nous déclare. Pourquoi? Parce que si on part sur, par exemple, initialement sur un plan, la conception des plans, par exemple, sur la conception des plans, si le maître d'ouvrage déclare que son bâtiment il va être dédié pour les travailleurs, systématiquement, on va partir sur l'ERT. S'il ne déclare rien du tout, ou bien un investisseur qui veut, par exemple, créer un bâtiment bureau, mais ce bâtiment bureau, il sera dédié à la location ou à la vente, donc là, systématiquement, on va partir sur un ERP. Systématiquement, pourquoi on va faire l'implémentation la plus contraignante? Par contre, si on a un immeuble où le maître d'ouvrage s'engage que ça va être que son immeuble, son siège, donc, ou une annexe à son siège, systématiquement, là, par rapport à l'engagement du maître d'ouvrage, systématiquement, on va partir sur un ERP. Donc, c'est ça un petit peu les astuces. Activité principale et déclaration de maître d'ouvrage. C'est les deux points. Donc, en fusionnant les deux points, ça nous donne systématiquement un ERT.
Si on n'a pas ces deux points-là, ben, systématiquement, on part sur la législation la plus contraignante, c'est l'ERP. Donc, c'est ça un petit peu la définition entre les deux. Et la définition, elle est claire dans la réglementation. La définition de lieu de travail couvre les espaces situés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de l'établissement destiné à recevoir des postes de travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et plus largement, le travail axé, donc on ne va pas lire la réglementation, mais la réglementation, elle est claire. Donc, c'est ça le législateur. Le législateur, il est parti sur ce concept-là. Pourquoi? Parce que voilà, l'ERT, il est défini par des gens travaillant sur un immeuble cet immeuble-là, il n'y a pas un accès libre pour des personnes. Je peux rentrer parce que j'ai une réunion ou j'ai un rendez-vous avec telle ou telle personne sur tel ou tel service. Ça n'engage pas ma rentrée dans cet immeuble, ça n'engage pas le classement ou le reclassement de cet immeuble. Donc, c'est ça un petit peu la définition de l'ERT. Et comme ce que j'ai dit là tout à l'heure, un ERT, on le trouve partout. Un établissement recevant du travailleur, on le trouve dans tous les ERP. Dans tous les établissements recevant du public, on trouve une partie dédiée pour le personnel. Ben, cette partie dédiée au personnel, elle rentre dans la législation ERT. On la traite différemment. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, centre commercial, ça peut être une clinique, ça peut être un hôtel, ça peut être peu importe l'activité, ben, systématiquement, on a une partie dédiée pour le personnel. Ben, cette partie, elle est traitée par cette réglementation. Et toute la partie consacrée au public, ben, cette partie consacrée au public, ça sera dédié pour les établissements sur du public. Donc, c'est la législation ERP régissant cette partie pour le public et la législation ERT régissant cette partie dédiée pour les travailleurs. Donc, c'est ça un petit peu la définition entre les deux. Donc là, on a, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est moins contraignant. La réglementation de l'ERT, elle est moins contraignante que l'établissement au sein du public. Pourquoi? Parce que le législateur, il est parti dans le ben c'est un petit peu la logique, c'est que les gens travaillant dans un endroit, c'est des gens qui vont connaître parfaitement leur établissement. S'il arrive quoi que ce soit, un incident ou un accident, systématiquement, ces gens ils connaissent parfaitement leur établissement. Ils savent où il se trouvent les portes pour l'évacuation. Donc, ça va être une évacuation facile et connue. Par rapport aux chemins, ils sont connus. Pas à l'inverse d'un établissement au sein du public. Quand vous rentrez dans un centre commercial ou dans un hôtel, on est perdu. On ne sait pas. On ne connaît pas les sorties de secours. On ne sait pas. Donc, on est un petit peu désorienté dans un endroit que nous ne connaissons pas. À l'inverse d'un établissement sur le travail. C'est pour ça qu'il est moins contraignant. Donc, la stabilité, là, on parle sur la stabilité au feu. La stabilité au feu, là, on parle toujours, la base réglementaire, c'est le plus 8 mètres et le moins de 8 mètres, ce que j'avais évoqué pour les ERP et pour l'habitation. L'habitation, on avait évoqué les plus de 8 mètres pour l'encloisonnement de votre escalier, de votre établissement, de votre bâtiment habitation, et en même temps, par rapport à l'accessibilité de vos appartements. L'ERP, c'est la même chose. L'ERP, quand ça dépasse les 8 mètres, on passe d'une voie engin par rapport aux pompiers, on passe à une voie échelle. C'est là où on va vous demander que les façades soient accessibles, le C+D, et ainsi de suite. Pareil pour les ERT. Les ERT, dès qu'on dépasse les 8 mètres, donc toujours le dernier plancher accessible aux travailleurs. Dès que je dépasse les 8 mètres par rapport au plancher, le dernier plancher accessible au public, là, on est pénalisé par rapport à quoi? On est pénalisé par rapport à la stabilité au feu de votre bâtiment. Donc, ça veut dire un ERT dépassant les 8 mètres, son plancher, le dernier plancher accessible aux travailleurs, dépasse les 8 mètres, systématiquement, on passe à une stabilité au feu 1 heure. Et le plancher qu'au feu 1 heure. Donc, ça, on est en dessous de 8 mètres, on ne vous demande pas aucune stabilité, mais le législateur il laisse le choix. Par rapport à quoi? Par rapport à les climats. Par exemple, à Tanger, il y a du vent. Voilà, c'est le climat. Voilà, il y a du vent, il pleut tout le temps. Donc, on va prendre en considération cette partie. S'il neigeait à Tanger, on prendra la neige. Pourquoi la neige? Avec la pluie, ça devient des glaces et ça peut peser sur la toiture, ça peut créer, ça peut déstabiliser ma structure. Donc, moins de 8 mètres, on demande que le bâtiment soit conditionné par rapport au climat de l'endroit où il est construit. Là, on part du principe de 1/4 d'heure. La stabilité au feu, 1/4 d'heure. C'est tout ce qu'on demande. Donc, moins de 8 mètres, dans les établissements du travailleur, on part sur une stabilité de feu 1/4 d'heure. Plus de 8 mètres, on part d'une stabilité au feu 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on monte au niveau. Qui dit monte au niveau, ce que j'avais expliqué la dernière fois, bon, le risque, il monte. Pourquoi? Par rapport à la durée de l'évacuation.
Quelqu'un qu'on va faire descendre de plus de 8 mètres ou au-delà de 8 mètres, ce n'est pas quelqu'un qui va descendre au-dessus de 8 mètres d'un premier étage, deuxième étage. Donc, c'est plus facile. Donc, c'est ça l'aspect réglementaire. La stabilité, c'est là où elle change. Donc, on peut avoir, donc si on dépasse les 8 mètres, vous êtes pénalisé par rapport à une stabilité au feu d'une heure et vos escaliers, ils sont cloisonnés. Et ce qu'on va voir, et si vous êtes en dessous de 8 mètres, on n'est pas amené à avoir une stabilité au feu d'une heure. Donc, le parc de stationnement est couvert et le locaux à risque particulier. Là, on parle de la stabilité et après, systématiquement, on a un parc de stationnement. On peut avoir un parc de stationnement en dessous de mon immeuble. Ben, le parc de stationnement, pareil, ils font une coupe-feu une heure et un plancher coupe-feu une heure et on a une pare-flamme communiquante, la porte pare-flamme et un SAS. Toujours, on revient du SAS. Le SAS, c'est toujours le principe de protection entre une partie du parc de stationnement par rapport à l'immeuble voilà, qu'on va rentrer, qu'on va accéder. Donc, ça veut dire que ça peut être habitation, ça peut être ERP, ça peut être ERT, comme ça peut être IGH. Il y a une particularité, ce qu'on avait cité la dernière fois. Donc, l'ERP, c'est la même chose. On a un SAS, donc l'intercommunication entre MPS et l'ERT, on a un SAS, et le SAS, donc il n'y a rien qui change, c'est l'intercommunication, c'est les deux portes, et les pare-flammes une demi-heure, et ainsi de suite. Pour les locaux à risque particulier, les locaux présentant les risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique, pourtant doivent être isolés des autres locaux au dégagement par des murs planchers coupe-feu et les portes d'intercommunication. Ça, c'est la particularité. Pourquoi j'ai rajouté cette paragraphe? Parce que dans les ERP, dans les établissements recevant du public, on classe les locaux à risque par rapport à un potentiel calorifique ou par rapport à une puissance électrique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cuisines. Je vais vous demander, par exemple, on va vous demander par rapport à la cuisine qui va y être, on va vous demander la puissance de votre cuisine. La chaudière, on va vous demander la puissance. Pourquoi? Pour voir est-ce qu'on va classer dans un risque important ou moyen. On a les deux classifications dans l'ERP. Par contre, dans les établissements sur du travailleur, on n'a pas cette classification. Peu importe la puissance électrique, peu importe le potentiel calorifique, est-ce qu'on peut avoir archives, dépôt, un petit dépôt ou bien une réserve au sein de mon établissement sur le travailleur, systématiquement, on va vous demander, peu importe, que ce soit moyen ou important, un mur, donc des parois coupe-feu, une toiture coupe-feu une heure, une porte pare-flamme coupe-feu une demi-heure. C'est ça la différence entre un ERP et un ERT. Un ERP, établissement sur du public, on classe les locaux par rapport à la puissance électrique ou bien par rapport à la potentiel calorifique. Ça veut dire la matière stockée qui peut engendrer un risque par rapport à la fumée, par rapport à la chaleur, par rapport à beaucoup de choses. Donc, l'ERT, non. On reste sur un truc basique, ça veut dire une heure et une demi-heure. Donc, on n'a pas de classification voilà, sur moyen ou important. Et après, le cloisonnement, ça aussi, c'est une particularité. Parce que des fois, sur des plans dans les unités industrielles ou dans les ateliers ou peu importe, on met un choix de cloisonnement traditionnel. Cloisonnement traditionnel, ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport aux modes de distribution. On a des modes de distribution au sein d'un établissement autorisé réglementairement, soit par compartiment, donc ça veut dire l'open space, ça veut dire que c'est ouvert, il n'y a pas de cloison entre les bureaux, aucune cloison obligatoire. Donc des fois, on a des cloisons d'1 mètre. Mais si on fait le choix d'un cloisonnement traditionnel, ça veut dire un couloir principal menant vers les sorties ou à l'étage menant vers les escaliers et des bureaux séparés par des cloisons, là, on est pénalisé quand? On est pénalisé dans les établissements recevant du travailleur si on est au-dessus de 8 mètres. Si on est au-dessus de 8 mètres, on a beaucoup de choses pénalisantes. Donc, ça veut dire que votre établissement, il est stable feu 1 heure. Deuxièmement, votre escalier, il est encloisonné. Vos escaliers, ça dépend du nombre d'effectifs que vous avez et la distance à parcourir, ce qu'on va parler aussi. Ça dépend de la distance à parcourir et ça dépend de l'effectif que vous avez au sein de cette partie de l'immeuble. Et donc, le cloisonnement, ça veut dire que là, on va vous demander que vos parois qui séparent les bureaux par rapport à la circulation principale, qu'elle a une résistance au feu. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que là, on va vous demander que ce soit par flamme entre les locaux sans risque particulier. Ça veut dire les bureaux. On va vous demander, si vous mettez des vitres entre les bureaux, ben, ça va être pénalisant parce qu'on a eu l'expérience où
on est sur des unités ou des ateliers, ou peu importe, ils font le choix d'avoir des vitres. Ben, les vitres par flamme, ça coûte hyper cher. Donc ça, c'est pénalisant. Par exemple, qu'il faut le prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'après, quand on reçoit les contraintes réglementaires sur les plans, ben voilà, donc c'est ça la contrainte. Pourquoi? Parce que votre établissement il dépasse les 8 mètres et vous avez fait le choix d'un cloisonnement traditionnel, d'un mode de distribution qui est le cloisonnement traditionnel, qui va vous pénaliser en termes de pare-flamme, les vitres pare-flamme, une demi-heure, entre les bureaux. Et coup-feu entre l'escalier. Donc, ça veut dire l'escalier, puisque votre escalier il est encloisonné, ben, systématiquement, on va protéger le premier local par rapport à l'escalier contigu, l'escalier qui est encloisonné, donc par un mur coup-feu 1 heure. Donc, pourquoi? Parce que l'escalier, il faut qu'il soit tout le temps protégé, donc il est encloisonné. Donc, et les circulations. Donc là, les circulations, ils sont recoupés. Donc, toutes les circulations, vos circulations à l'intérieur, ils sont recoupés tous les 25-30 mètres. Donc, tous les 25 mètres, donc si j'ai une circulation très longue, donc je le recoupe. Je le recoupe par des portes par flamme une demi-heure, et ces portes par flamme une demi-heure qui sont soit ouvertes, soit battantes, bien sûr avec le cumulus pour qu'on voit la personne qui est en face, comme ça je ne la prends pas, donc je ne pousse pas sur la tête de quelqu'un. Donc, on met soit en cumulus, soit carrément, elles sont maintenues ouvertes, donc sont collées, maintenues ouvertes par rapport à la paroi, là où ils y sont, et ils sont liés à la détection. Ça veut dire, dès qu'on a la détection, dès qu'on a une détection qui se déclenche, systématiquement, mes portes, elles se ferment. Pourquoi? Ben, l'objectif, c'est isoler une zone A d'une zone B, tout simplement. C'est pour ça qu'on regroupe cette circulation très longue. Pourquoi? Pour qu'on protège cette circulation de l'autre circulation. Et cette circulation qui va être désenfumée, ben, le désenfumage, il va marcher que sur cette qui a un incident, et on protégera l'autre. C'est ça l'objectif de recoupement de la circulation. Donc, ça, c'est les points essentiels. C'est les plus de 8 mètres, on change parfaitement. On est sur une stabilité au feu. On est sur un cloisonnement traditionnel qui va nous imposer des parois par flamme une demi-heure pour les vitres entre les locaux. Et on est sur des recoupements de mes circulations si je dépasse les 30 mètres. Donc, l'escalier, le cloison et les ascenseurs. Ça, c'est une particularité aussi qu'on trouve que dans les ERT, qu'on ne peut pas avoir ni dans l'habitation, ni dans l'ERP, ni dans l'IGH. C'est avoir un escalier et un ascenseur constitués dans la même cage. Donc, je peux avoir un escalier, donc c'est ça, un escalier et un ascenseur est constitué dans une cage commune, tout simplement. Ça veut dire que je rentre dans mon palier, et je peux trouver mon ascenseur et mon escalier dans le même palier. Donc ça, c'est autorisé, mais c'est autorisé que dans les ERT. Donc, jusqu'au niveau de l'évacuation vers l'extérieur. Donc, c'est autorisé. Donc, le cloisonnement peut être commun avec un escalier et un ascenseur. Donc, je peux encloisonner, je peux mettre une seule gaine et mettre dans cette gaine mon escalier et mon ascenseur. Ça, c'est une particularité aussi de l'ERT qu'on ne peut pas trouver, que ce n'est pas oublié, c'est pas autorisé dans les autres types d'activités, dans les autres types de classements, comme l'ERP, l'IGH ou l'habitation. Le volume de l'encloisonnement des escaliers, des serre-volets sous-sol ne doit pas être en commun. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la discontinuité. Donc, la discontinuité, tous les niveaux descendant jusqu'au rez-de-chaussée, bien sûr, on fait une discontinuité par rapport au sous-sol. Les parois, donc, on coupe 1 heure, les pare-flammes, une demi-heure, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un petit peu, ça, c'est la spécificité. Moi, j'ai mis surtout la spécificité de l'ERP pour savoir les choses qu'on peut avoir en plus que l'ERP et les moins contraignants par rapport à l'ERT. Les dégagements aussi par rapport au nombre de sorties. Comment on calcule notre dégagement? Parce que l'ERT, ce qu'on a vu sur l'ERP, les établissements sur du public, on part sur une surface. Donc, vous nous donnez une surface, l'activité, la surface. Par rapport à l'activité, on a un calcul défini. Donc, ce calcul défini, par rapport à la surface, on trouve un effectif. Et par rapport à l'effectif autorisé qui peut rentrer dans mon bâtiment par rapport à mon activité et ma surface, je sors mes dégagements. C'est à partir de cet effectif, je calcule mes dégagements. Ici, c'est une déclaration du maître d'ouvrage. Donc, tous les établissements recevant du travailleur, on demande au maître d'ouvrage de nous faire une déclaration.
déclaration dans l'atelier, déclaration dans l'usine, par exemple, si c'est classé URT, et déclaration dans les bureaux, dans l'administration, pour voir le nombre de personnes travaillant dans cette zone. Et on le prend en considération. Donc, comme là, et là, on n'est pas comme les ERP, on part sur les 0,90. Là, on part vraiment, c'est moins contraignant en nombre de dégagements et en largeur aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme toujours le principe est le même. C'est des gens qui connaissent leur établissement. C'est des gens qui connaissent leur établissement. Il y a un micro. Pardon, voilà, je l'ai fait éteindre. Désolé. Et là, on continue, Saïd. Donc, les dégagements, le principe, il est le même. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui connaissent leur établissement par cœur. Donc, systématiquement, on ne va pas pénaliser un investisseur ou un maître d'ouvrage qui aura que des travailleurs au sein de son bâtiment et de mettre autant de dégagements possible. Non, parce que le risque, il est minime. C'est des gens qui connaissent l'établissement. Donc, qui dit risque minime, des gens connaissant leur établissement, dit moins de dégagement et moins de largeur de dégagement. Donc, le principe, il est là. Donc, si je suis sur un atelier ou un bureau qui est moins de 21 personnes, ben, la réglementation me demande un seul dégagement, que ce soit un étage, que ce soit au rez-de-chaussée. Si je suis entre 21 et 100 personnes, ben, toujours un seul dégagement jusqu'à 100 personnes. Mais par contre, là, j'élargis mes dégagements, le dégagement que j'ai. Si je suis à moins de 21, je suis toujours un dégagement, mais de 0,80. Si je suis jusqu'à 100 personnes, je suis sur un seul dégagement, mais plus large, avec 1,50 m. Si je suis entre 100 et 300, là, je passe à 2 dégagements, totalisant 2 UP, 2 nombres, 2 mètres. Les 2 mètres, je peux avoir 1 mètre et 1 mètre. La chose qu'on ne voit pas sur les ERP, qu'on ne trouve pas sur les ERP, parce que l'unité de passage dans les ERP, c'est 0,60. Donc là, on n'est pas sur le même principe, le même l'analyse des risques. Et si on dépasse les 300, 300, on reste sur 2, mais on élargit plus. Mais à partir du moment où on dépasse les 500, on revient sur la réglementation, les ERP, les établissements du public. Donc, ça veut dire, là, on peut parler de par tranche de 500 et on va rajouter un par fraction de 500, comme ce qu'on fait par rapport aux ERP, les établissements du public, quand on dépasse 500 personnes. Donc, on revient sur la fraction des ERP. Mais par contre, tout ce qui est en dessous de 500, on est vraiment sur l'aspect de dégagement, pas plus. Mais attention, quand on dit de dégagement et un effectif de 300-500, on ne trouvera jamais que de dégagement. Pourquoi? Parce qu'il y a un point qu'il faut prendre en considération, c'est la distance à parcourir. Si je suis sur une distance à parcourir qu'on va regarder, donc systématiquement, on va créer plus de dégagement. Donc attention, là on joue sur deux tableaux. L'effectif qui m'apporte le nombre de dégagements définissant les largeurs définies et une distance à parcourir qui va m'apporter plus de dégagement. Pourquoi? Parce que dans telle zone, il faut que je trouve par rapport à une distance définie ce qu'on va regarder. Donc, il y a 2 points qu'il faut prendre en considération. L'effectif, oui. Le nombre qui nous donne le nombre, oui. Mais ce nombre, il ne sera jamais le même. Pourquoi? Parce que ça dépend de la largeur, la longueur de votre établissement. Donc, s'il est plus large, plus long, donc systématiquement, si on a des postes à l'extrême chaque fois du bâtiment, ben, systématiquement, il va y avoir une distance à parcourir qui est trop longue. Ben, systématiquement, on va vous demander de créer un escalier ou d'autres escaliers ou d'autres sorties, et ainsi de suite. Donc, c'est ça les 2 principes. On prend toujours les 2 casquette effective et la distance à parcourir pour trouver le nombre. Mais on va regarder. La conception des dégagements. Donc, les dégagements, ils doivent être le problématique, ce qu'on a vu la dernière fois sur le cul-de-sac. Là, c'est une spécificité de l'ERT. C'est quoi? C'est ça. Donc, on parle du cul-de-sac, ce qu'on a vu la dernière fois, par rapport à une distance, un poste de travail dans un local défini, de ce poste de travail vers une circulation protégée, donc sur une circulation encloisonnée, donc c'est là le cul-de-sac, ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Donc, pour atteindre cette circulation, il a plus de 10 mètres. C'est là où on parle de cul-de-sac, ce qu'on avait vu sur l'ERP la dernière fois sur les dessins. Et la particularité dans les ERT, ce qui était pas mis sur la réglementation marocaine, c'est la distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée. On a un vide juridique au niveau de la distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée.
On a la distance à parcourir en termes au niveau des étages et au niveau du sous-sol. Donc, ça veut dire que le législateur, la réglementation marocaine, elle m'a mis 40 mètres maximum en étage et au sous-sol. Mais elle spécifiait nulle part une distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée. Par contre, là, on va piocher sur la réglementation française qui est de 50 mètres. Donc, c'est là, on va prendre les 50 mètres et on va se baser sur 50 mètres. Si on est sur des entrepôts, ben les entrepôts, on peut partir jusqu'à 75 mètres. Donc, systématiquement, donc voilà, on va récupérer cette distance à parcourir ailleurs. On ne peut pas ne pas mettre une distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée parce que ce n'est pas écrit. Là, juste pour le savoir, parce qu'on peut, on peut avoir des distances, des interprétations différentes, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le règlement marocain, une distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée dans les établissements recevant du travailleur. Pas comme les ERP, les IGH, où c'est défini. Dans les ERT, dans le rez-de-chaussée, il n'y en a pas. Par contre, on parle du cul-de-sac et on parle des 40 mètres dans les étages et les sous-sols. C'est tout. Mais par contre, la française, oui, ça existe. Ça a été oublié, je ne sais pas. Donc, l'accès et l'évacuation des personnes handicapées. Ça aussi, c'est une spécificité puisque ce qu'on appelle l'accessibilité. L'accessibilité, c'est vraiment pour les handicapés, les PMR. Les lieux de travail. Là, il y a une spécificité réglementaire. Là, le législateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit sur deux alinéas. Deux alinéas, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif, donc ça veut dire que si votre atelier ou votre bâtiment reçoit entre 20 et 200 personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir les travailleurs handicapés. Ça veut dire qu'on ne va pas vous imposer à l'étage de mettre, par exemple, un ascenseur s'il n'y a pas un lieu d'être un ascenseur. Si je suis à R+1, le maître d'ouvrage, il n'a pas envie de mettre un ascenseur, on ne va pas lui imposer puisqu'il nous demande le règlement entre 20 et 200 d'avoir un accès, ça veut dire une rampe. Donc, on est obligé de mettre une rampe d'entrée au niveau du rez-de-chaussée. Par contre, là, qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Il nous dit dès qu'on dépasse les 200 personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées, ça veut dire là on laisse le choix de qui? Il ne nous impose pas le législateur là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'un effectif, c'est qu'on dépasse 200 personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés. Ça veut dire si le maître d'ouvrage il n'est pas susceptible d'embaucher, il n'embauche pas des handicapés, on ne va pas lui imposer de mettre à l'étage, ou tel étage, ou tel étage, ou tel endroit, ou telle zone, des particularités pour les handicapés. Donc, voilà, c'est ça un petit peu l'astuce. Donc, la rampe, c'est obligatoire, mais autre chose, comme en France, où la réglementation impose des zones sécurisées, peu importe l'étage, l'accessibilité en France, elle nous impose, l'esprit, il est simple. Dans la réglementation française, elle dit que par où il passe un valide, il faut qu'un handicap passe. Ça veut dire si le valide monte dans les états supérieurs, ben, il faut que l'handicapé a les mêmes conditions qu'un valide. Ça veut dire ascenseur, créer un ascenseur, une zone de protection. Si au cas où il arrive quelque chose dans les états supérieurs, ben, il nous faut une zone de protection. Cette zone de protection, elle peut être le palier à escalier, mais à condition que j'ai l'effectif formé, que j'ai des gens techniques, sécurité formés sur l'évacuation de l'handicapé, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est la particularité française. Mais ici, nous, au Maroc, non, on va vous imposer que la rampe à mettre en place, pas plus. Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et accessoires, bien sûr, ce qui s'essuie, donc bien sûr, desservant les postes de travail locaux. Ça, on parle s'ils travaillent. Ça veut dire si le maître d'ouvrage embauche. Donc, ça veut dire qu'il faut se conformer sur les accès, les portes, les dégagements, les ascenseurs qui desservent les lieux de travail annexés dans les autres. Et en plus, les sanitaires. Donc, les sanitaires aussi, c'est obligatoire d'avoir la restauration, les parcs de stationnement. Donc, tous les annexes, les locaux annexes, il faut qu'elles soient adaptées par rapport à l'handicapé. Donc, voilà, ça, c'est l'astuce un petit peu pour comprendre ce que la réglementation marocaine dans la sécurité incendie, ce qu'elle impose en termes d'handicapés et des personnes handicapées. C'est ça. Vers 200, une rampe. Plus de 200, il faut que le maître d'ouvrage il embauche un effectif d'handicapés. À ce moment-là, il faut adapter tous les locaux annexes par rapport à ces personnes. Après, l'enfumage.
Le désenfumage, ça aussi, c'est le principe, il est simple, comme le RP, comme le RT, comme l'établissement recevant du public, comme les établissements recevant du travailleur. On part sur des principes simples. 300 mètres carrés, rez-de-chaussée, étage. Si votre local, si votre conception des plans, vous mettez des locaux, que ce soit salle de réunion, salle de conférence, qui dépasse, ou bien restaurant, qui dépasse les 300 mètres carrés, vous êtes systématiquement, ce local est systématiquement désenfumé. 300 mètres carrés, rez-de-chaussée, étage. Si on a des locaux en sous-sol, la surface, elle est réduite. De 300, on passe à 100 mètres carrés. Ça veut dire à 100 mètres carrés, mais mon local qui est au sous-sol, il est désenfumé. Et après, il y a une autre particularité, c'est quoi? C'est les 100 mètres carrés d'un local aveugle. Ça veut dire si on a, dans ma conception, peu importe le niveau, que ce soit au rez-de-chaussée, que ce soit à l'étage, si j'ai un local aveugle, ça veut dire qu'il n'y a pas une fenêtre sur l'extérieur. Mais systématiquement, je suis pénalisé. Ce local, s'il fait 100 mètres carrés, il est désenfumé. On peut désenfumer naturellement, comme on peut désenfumer mécaniquement si on n'a pas la possibilité de désenfumer naturel. Parce que le désenfumage, le principe, il est simple. Des ouvertures, ben vous savez, hein, donc des ouvrants en façade et des amenés d'air qui peuvent avoir, ça peut être la porte, ça peut être des portes comme amenés d'air. Donc ça, c'est le principe un petit peu. Et après, c'est le 1%. Donc voilà, si je suis en simple rez-de-chaussée, ben, on va vous calculer le 1%. Soit on met des ouvrants en façade par rapport, je prends ma surface globale de mon atelier par exemple, ou de mes bureaux, et je prends le 1%. Le 1% de ma surface, c'est ça la surface que je dois ouvrir en termes d'amener d'air, d'avoir des amenés d'air et des ouvrants en façade ou bien des exutoires. La plupart du temps, dans les ateliers, si je n'ai pas un étage au-dessus, j'en mets des exutoires. Et voilà, donc, et minimum, c'est 1 mètre carré. Donc, les ouvrants, c'est minimum 1 mètre carré dispatché. Et après, si je passe ça en termes de naturel, c'est juste pour une petite approche par rapport à ça. Si je suis en naturel, c'est 1%. Si je suis en mécanique, ben, la réglementation elle parle de 1 mètre cube seconde par 100 mètres carrés. J'ai 500 mètres carrés, je n'ai pas la possibilité de désenflumer mon local en termes de naturel, ben, je passe en mécanique. Mais le mécanique, le calcul, c'est 1 mètre seconde, 1 mètre cube seconde par 100 mètres carrés. Si je suis à 500, ben, ça veut dire que c'est 5 mètres cubes seconde. Débit d'extraction doit être calculé. Voilà. Donc, c'est le calcul. C'est entre guillemets. Donc, après, on a les moyens de secours. Les moyens de secours, ça veut dire quoi? Ça veut dire les moyens qu'on met pour protéger notre établissement. Il y a beaucoup de choses dans les URT qu'on trouve, nous, sur des plans, on met beaucoup de moyens. La réglementation ne l'impose pas. La réglementation n'impose, parce que je vous ai mis là, n'impose même pas les RIA dans les URT. Qu'est-ce qu'elle dit sur les RIA, les robinets incendiaires? Mais elle parle de les RIA si au cas où il y a un risque. C'est là, elle parle. Tous les dispositifs sont automatiques, les RIA et colonnes sèches, les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tu commencement d'incendie puisse rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt de sauvegarde des personnes. Ça veut dire qu'il nous laisse une analyse des risques. Je parle des RIA. Par contre, la colonne sèche, la colonne, l'espèce de conduit, là, voilà, la colonne, une colonne que les pompiers utilisent pour faire remonter leur lot. Donc, cette colonne, elle est obligatoire à partir de 18 mètres. Dès que votre plancher, le dernier plancher accessible aux travailleurs, vous dépassez les 18 mètres, là, on met une colonne sèche systématiquement. Mais après, les RIA, ça dépend de l'analyse des risques. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? Si c'est un atelier, est-ce que le risque il est très élevé ou pas? Donc, on fait une analyse des risques et on impose une RIA. Ce n'est pas comme les ERP. Les établissements recevant du public, on trouve une spécificité. C'est quoi? C'est la disposition générale, la disposition particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité dans les ERP, dans les établissements recevant du public, par rapport à l'activité. Donc, le législateur, il a pris l'activité en considération par rapport au risque. C'est là où on impose les RIA, on impose des moyens autres que les RIA ou pas. Dans les ERT, ça dépend de l'analyse des risques. Et on met ou on ne met pas. La colonne sèche à partir de 18 mètres. Et pareil, pour l'extinction automatique, pour le sprinklage, on appelle sprinklage, l'extinction automatique nécessite, là aussi, là, il nous laisse le choix, le législateur. La nécessité d'équiper des locaux de travail, d'installation fixe de sprinklage est en fonction du risque. Donc, ça veut dire qu'il faut que je regarde les risques. Si on fait une analyse des risques que le sprinklage, il est nécessaire, ben, on le met. Mais ce sprinklage aussi, il va nous donner des compensations. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer beaucoup de choses. Derrière, c'est quoi en termes de réglementation? Pourquoi? Parce que le législateur, il nous ouvre une porte. Vous mettez,
Ben, je vous donne pourquoi. Si on met le sprinkler, ça veut dire que le risque, on le baisse. Mais si vous baissez le risque, pourquoi je vais vous imposer telle ou telle sorte? C'est ça le paragraphe, la dernière paragraphe, lorsqu'il dit lorsqu'une telle installation existe, elle peut compenser l'obligation de recoupement des vides. Ça veut dire le recoupement des vides sur votre toiture, on n'est pas obligé de recouper les vides. Donc, systématiquement, pourquoi? Parce qu'on est protégé par une extinction automatique à eau. Donc, voilà, c'est ça un petit peu l'astuce. On met le paquet, ben, systématiquement, on a quelques contraintes, quelques plutôt dérogations. Donc, voilà, c'est ça le RT. Le RT, c'est vraiment, voilà, c'est pas compliqué. Les contraintes, c'est ça ce que j'ai mis, voilà, par rapport aux 8 mètres, plus de 8 mètres, moins de 8 mètres, par rapport à la stabilité au feu, l'encloisonnement de votre escalier, et après, par rapport à tout ce qui touche à voilà, l'aspect d'avoir une seule gaine entre l'escalier, combiné entre escalier et ascenseur. Et après, donc voilà, c'est vraiment le RT, il est très, très, très facile. Et très, très facile, mais il peut y avoir des unités industrielles dans le RT. On peut avoir des ateliers, comme on peut avoir des bureaux, mais ils sont régis par la même réglementation. On peut avoir des unités industrielles en rentre, mais il est classé ERT. Pourquoi? Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir que la substance ou l'activité. On trouve que par rapport à l'activité ou la substance utilisée ou la puissance électrique utilisée, elle ne dépasse pas le seuil réglementaire pour nous renvoyer sur une législation plus contraignante. Ben, si on ne dépasse pas le seuil, systématiquement, on rebalance sur l'ERT. Pourquoi? Parce que la réglementation marocaine, ça nous renvoie sur un ERT et les installations classées, ce qu'on va voir la semaine prochaine, on la regardera ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est ça l'ERT. La définition, c'est quoi l'ERT? Et par rapport à la différence entre l'ERP et l'ERT. Donc c'est ça un petit peu, j'espère que ça a été clair. Bon, c'est court, oui. Pourquoi? Parce que l'ERT, c'est vraiment facile. Et les contraintes, c'est ça, c'est la hauteur du bâtiment et la définition. Et après, donc le calcul qui est moins contraignant. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Et merci. Merci, Siadil. Donc, on a bien compris. L'ERT, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup moins de contraintes. Voilà. Mais bon, je vous cacherai rien. En fait, c'est surtout quand il y a moins de contraintes que ça devient un petit peu compliqué. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un grand aller-retour entre l'architecte et entre le bureau d'études sécurité incendie pour trouver les solutions les plus adéquates. En tout cas, voilà. Allez-y, Siadil. Ouais, ouais. Comme chaque fois je disais, la réglementation elle est faite pas pour vendre de la sécurité à l'intérieur. La réglementation elle est faite pour protéger les personnes et les biens. Et le minimum réglementaire. Pourquoi? Parce que la réglementation française, dont nous on a copié la réglementation, elle est basée sur la sensibilisation, sur l'approche et sur des consignes et surtout sur le personnel travaillant au sein de chaque zone, que ce soit l'ERP, que ce soit l'ERT. Donc, et le principe de la réglementation française, ce qu'elle dit, c'est que nous, on ne l'a pas ici au Maroc. C'est que il faut que la réglementation s'adapte au projet. Ce n'est pas que le projet, il faut que ça s'adapte à la réglementation. C'est pour ça qu'on a des freins, qu'on a des complications. Parce on part sur l'esprit, il faut que le projet s'adapte à la réglementation. Mais les projets ne sont pas identiques. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un R+5 comme le R+5 dans un autre endroit, dans une autre zone. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le même accès, les mêmes possibilités. Donc, c'est pour ça que le législateur en France, il admet une chose, c'est qu'il faut que la réglementation s'adapte au projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux derrière, des enjeux d'investissement, d'embauche, de création d'emplois et de richesse. Donc, c'est ça. La réglementation, elle n'est pas là pour vendre. On ne trouvera jamais quelqu'un qui dira « je vais faire mes courses chez Margène, je ne le fais pas chez Carrefour parce qu'il y a plus de sécurité chez Margène que Carrefour ». Ça n'existe pas. Donc, on n'est pas là pour vendre de la sécurité, on est là pour mettre de la sécurité quand il faut, pour protéger les personnes, mais les minimums, sans mettre plus, sans mettre moins, sans pénaliser le maître d'ouvrage, sans vous prendre la tête à vous, aussi le maître d'œuvre. Et voilà, donc c'est ça un petit peu l'aspect réglementaire qu'il faut prendre en considération. Voilà, bien saisi, merci, bien résumé. Alors, bienvenue à toutes vos questions. Si vous avez des questions, les consoeurs et les confrères,
Il y a notre confrère, notre vétéran, c'est Adil Lebbar, qui a levé la main. Donc, il a la priorité s'il veut poser une question. Oui, vous m'entendez? Salam Oui, on alaikum. vous entend. Shukran Ahlan. Si Fawzi, merci pour l'exposé. Alors voilà, l'ERP, oui, l'ERP, facile et pas facile. Pourquoi? Parce que le problème pour la sécurité incendie, c'est que parfois, il y a des remarques qui sont très contraignantes et qui remettent en question la conception du projet carrément. Pour preuve, je vous dis, hein, dernièrement, un projet a été complètement démoli par le bureau de contrôle. Je ne citerai pas le nom. Pourquoi? Parce que une histoire, les atriums. Vous savez de quoi je parle, Sifouzi. Donc, il y a une réglementation qui s'appelle les atriums intérieurs. Donc, un petit atrium et grand atrium. Pour les architectes qui partent sur la conception introvertie, c'est-à-dire avec des espaces ouverts sur des patios et des coursives, faites très attention parce que par après, vous allez voir que la notice de sécurité va complètement défigurer votre projet de l'intérieur. On ne va plus parler d'architecture ouverte sur des patios parce que le patio, il faut le désenfumer et il faut l'encloisonner. Et les circulations horizontales en haut, il faut les protéger et donc il faut les encloisonner aussi. Donc, vous voyez le genre. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que pour les architectes, il faut se méfier, il faut prendre contact dès le départ avec le bureau qui est chargé d'établir la notice de sécurité incendie pour ne pas avancer trop sur le projet et faire ce qu'on appelle avancer d'un pas, reculer de 2 ou 3 pas. Donc, voilà, entre parenthèses. Alors, ERP, une question toute simple. Les architectes sur les petits projets, ils sont amenés à catégoriser les projets SRAR, les petits projets, comme établissement ERP. On prend comme exemple les agences bancaires. Vous savez bien que les agences bancaires, c'est des espaces qui sont ERP aussi et qui se développent, donc sont aménagés sur un RDC ou la rez-de-chaussée plus mezzanine. Donc, généralement, c'est des façades murs rideaux qui sont fermées avec une seule issue, question de sécurité. Comment faire pour désenfumer une agence bancaire qui fait même moins que 100 mètres carrés ou là, à la limite 100 mètres carrés. Aussi, la mezzanine, il est souhaitable de l'aménager en extension de l'agence bancaire, c'est-à-dire, bon, 2 ou 3 bureaux et peut-être même recevoir une partie du public. Est-ce que c'est possible? Sachant que, bon, parfois, je ne sais pas si c'est un excès de zèle ou pas, on exige qu'un deuxième escalier de secours ou un deuxième escalier pour la mezzanine. Bon, qu'est-ce que vous avez comme avis là-dessus? Dernière question, si vous permettez. J'ai une question à propos des catégories BH, bâtiment d'habitation, troisième famille. Alors, vous me corrigez si je me trompe. La troisième famille, qui est la troisième famille A et B. Et on différencie entre A et B. La question de l'histoire de 7 mètres de distance entre la porte de n'importe quel logement et la porte de la cage d'escalier. C'est-à-dire inférieure à 7 mètres, c'est catégorie troisième famille A. Plus que 7 mètres, c'est troisième famille B. Donc, on parle de la hauteur de 28 mètres environ. Alors, بالنسبة لهذه la catégorie, الله يجازيك سي فوزي, est-ce que pour le rez-de-chaussée, la distance entre n'importe quelle porte de logement et l'accès à l'air libre, machine de la cage d'escalier, doit être inférieure à 15 mètres? Oui ou non? Merci beaucoup. Shukran. Merci. Merci, Cyril. Donc, je prends la première question de l'atrium. Vous avez parlé de l'atrium. L'atrium, moi, j'ai eu sur un projet, déjà le mot trium. Trium, ça veut dire 3. Ça veut dire qu'il faut que mon ouverture soit sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier et deuxième. Donc, c'est là où on rentre dans la catégorie atrium, dans la réglementation. Si je suis sur 2 niveaux, rez-de-chaussée premier, donc je ne suis pas sur 3 niveaux. Donc, je ne rentre pas dans l'atrium. Il n'y a aucune obligation réglementaire dans cette partie-là. Donc, trium. Donc, c'est ça. J'ai eu un projet où, pareil, un bureau de contrôle, il a mis des remarques sur l'atrium et c'était sur 2 niveaux.
Donc ça, c'est niette, la première des choses. L'atrium, elle a des considérations. Pourquoi? L'esprit réglementaire, c'est que l'atrium peut créer une cheminée. Donc, pour ne pas créer une espèce de cheminée communiquant entre les niveaux, il y a des dispositions réglementaires. C'est quoi? Si c'est une petite atrium ou si c'est une grande atrium. Si c'est une petite, si on dépasse les trois niveaux, donc systématiquement, on tombe sur un calcul défini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend la plus petite, donc sur la distance dans l'atrium, dans la petite distance, donc ça veut dire cette petite distance, il faut qu'elle soit inférieure, il faut pas qu'elle soit inférieure à 7 mètres. Comment on fait? Donc on prend la hauteur de votre atrium, si vous mettez sur 3-4 niveaux, on prend la hauteur et on multiplie par le racine carrée du 7. Si on trouve plus de 7, ben si on trouve 8, ben on va vous demander que la plus petite dimension de votre atrium, qu'elle soit à 8 mètres de distance. Si on trouve 6, ben on va vous demander que la plus petite surface, la plus petite longueur, c'est les 7. Donc, on reviendra toujours. La base, c'est 7 mètres. C'est le minimum pour la distance de la petite atrium. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre l'atrium et comment on le calcule. La deuxième question par rapport à la banque. La banque, on passe directement sur le 5e caté. Pourquoi? Parce que le calcul défini dans le type W, c'est les bureaux. Donc, on le calcul W dans la réglementation, c'est une personne par 10 mètres carrés. Une personne par 10 mètres carrés, c'est votre agence fait 200 mètres carrés, vous avez 20 personnes dans la partie ERP. Mais par contre, là, on distingue entre la zone établissement recevant du public et la zone dédiée pour le personnel de la banque. Si cette partie, on prend cette partie, on calcule le nombre, par rapport à la surface que vous avez définie qui va accueillir le public, on va définir par une personne par 10 mètres carrés. Je ne pense pas qu'on va être, parce que pour l'agence bancaire, ça ne dépasse pas les 200, ce que vous avez dit, les 100 mètres carrés. Donc, systématiquement, on va tomber sur 10 personnes. 10 personnes au surface. Par contre, le désenfumage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est à partir de 300 mètres carrés. Si votre agence ouverte, ce n'est pas la surface globale, non, on prend la surface ouverte qui fait les 300 mètres carrés. Si vous mettez des portes, des bureaux cloisonnés jusqu'au plafond, ça, on ne les prend pas en considération. On prend la partie ouverte. Comme l'open space, on prend cette partie, si elle fait 300 mètres carrés, c'est là où le désenfumage est obligatoire. Si on n'est pas à 300 mètres carrés, le désenfumage n'est pas obligatoire. Question mezzanine, pareil. Si on dépasse les 20 personnes, j'ai du mal à voir une agence bancaire dépassant les 200 mètres carrés, les 250 mètres carrés pour arriver à 25 personnes pour qu'on vous impose un escalier avec parce que quand on dépasse 21 personnes, qu'est-ce qu'on fait? La réglementation nous impose d'avoir un escalier et un accessoire, plus un accessoire. Je peux avoir un escalier de 1,20 m, vous pouvez mettre un escalier de 1,20 m, plus un dégagement accessoire. Quand on dit dans la réglementation accessoire, ça peut être une fenêtre. Si vous avez sur votre mezzanine une fenêtre donnant sur l'extérieur, ça, on le prend comme accessoire. Ça peut être une fenêtre, ça peut être un balcon, ça peut être une corrosive. Donc, c'est ça l'accessoire. Donc, on a des astuces réglementaires qui peuvent ne pas pénaliser le projet. Donc, des fois, on a une lecture brute, que ce soit pour l'atrium, que ce soit pour le désenfumage. Désenfumage, 300 mètres carrés. Si on est au sous-sol, c'est 100 mètres carrés, mais 300 mètres carrés. Et après, par rapport à la mezzanine, c'est le calcul de l'effectif. Par rapport à la partie dédiée pour le public, c'est là on prend le nombre de personnes. Si on dépasse les 21 personnes, je vais vous demander 1,20 m de mon escalier, plus une sortie accessoire. Fenêtre, c'est tout. Vous me dites, voilà, j'ai une fenêtre qui donne sur le boulevard, je la prends comme accessoire, pas plus. Il faut que ma fenêtre quand même fasse le 0,60 m. Ça veut dire qu'elle a une largeur de 0,60 m. C'est largement suffisant. Pour le troisième point, les troisième famille, oui, on a une troisième famille A, une troisième famille B. Pour rester dans la troisième famille A, il faut 3 conditions. Les 3 conditions, c'est la porte palière de votre appartement jusqu'à l'escalier, il faut qu'elle ne dépasse pas 7 mètres. Il faut que votre niveau, le niveau des étages, il ne faut pas que ça dépasse les 7 étages. Et il faut que votre porte de l'immeuble, elle soit donne accès directement sur l'extérieur. Les 15 mètres que la réglementation parle, c'est la porte palière de l'appartement vers un escalier. C'est la distance maximum qu'un porte palière vers un escalier. Pourquoi?
parce qu'on est sur les étages inférieurs, les étages supérieurs, pardon. Si on arrive au rez-de-chaussée, il n'y a pas, ça n'existe pas cette distance. Par contre, dans les ERP, parce qu'on parle de 20 mètres. Par contre, dans les ERP, on va vous parler que l'escalier arrivé, des escaliers arrivant dessus des étages supérieurs, une fois arrivé au rez-de-chaussée, il faut que la distance, dès que j'arrive, il faut que j'ai 20 mètres pour trouver une issue. Donc voilà, c'est ça l'obligation. Mais dans dans les bâtiments, on parle, parce que les 15 mètres, c'est à partir de 8 mètres. Donc de partir de deuxième famille collective, et après on monte troisième famille, quatrième famille. C'est là où on impose les 15 mètres maximum entre la porte palière et l'escalier. Donc ça, pour les étages supérieurs, pas pour le rez-de-chaussée. Des fois, on a une lecture un peu, pas brute, mais on a une lecture un petit peu voilà, par rapport à une interprétation différente de ce que j'avais expliqué la dernière fois, par rapport à la phrase de l'accessibilité aussi. Parce que le règlement, qu'est-ce qui marque? Tous les appartements doivent être accessibles. Moi, j'ai eu, par rapport à beaucoup de projets, où j'étais en quatrième famille, on me demande que les appartements soient accessibles. Quatrième famille, quand je dis à quatrième famille, de 28 mètres jusqu'à 50. Et on me demande de l'accessibilité de mes appartements. Mais ce n'est pas possible. Puisque le règlement, qu'est-ce qu'il dit? L'accessibilité de tous les appartements dans les conditions de l'URP. Les conditions de l'URP, c'est de 8 à 28. Donc, ça veut dire que mon bâtiment, il a dépassé 28 mètres. Je n'ai plus besoin de faire l'accessibilité à tous mes appartements. Donc, ça, je vous ai donné cet exemple parce qu'on a une espèce de lecture un petit peu, voilà, c'est une malinterprétation, c'est une lecture, je ne sais pas, par rapport, je ne sais pas, mais bon, le règlement, il est clair. L'atrium, c'est à partir de 3 niveaux. Dès que vous dépassez les 3 niveaux, c'est la plus petite dimension, il faut qu'elle soit pas inférieure à 7. On prend la hauteur, on multiplie par le racine carrée de 7 et on trouve combien il faut que la petite dimension de votre atrium a. Voilà. Si vous êtes inférieur à 7, on met 7. Si vous êtes supérieur à 7, ben on met ce qu'on a trouvé. Donc, c'est tout. Et après, par rapport aux 100 mètres carrés, c'est les 300 mètres carrés. À partir de 300 mètres carrés, c'est le désenfumage. Et dans les bureaux, tout ce qui est agence bancaire, c'est moins pénalisant puisqu'on comptabilise une personne par 10 mètres carrés. Donc, vous voyez un petit peu par rapport à la surface dédiée au public. Et après, on a la déclaration de l'effectif par rapport au nombre de personnes travaillant. Et on additionne les deux. Et par rapport à ce qu'on a trouvé, on fait par rapport au nombre de sorties. C'est tout. Si je ne dépasse pas les 20, j'ai qu'une seule sortie. On l'a vu tout à l'heure, une seule sortie de 0,80. Si je dépasse, ben systématiquement. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a parlé des URT. Là, on va combiner l'ERP et les URT. Dès qu'on combine les deux, on part sur l'extrême, c'est l'ERP. Donc, l'ERP, il n'est pas pénalisant puisqu'on est dans les petits établissements. Pourquoi? Parce qu'il y a le premier groupe et le deuxième groupe. On est dans le 5e KT. 5e KT, c'est les plus petits établissements. En termes de dégagement, ils ne sont pas pénalisants. Donc, voilà, je pense que j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ou j'étais clair ou si vous voulez que… Non, c'était très clair. Et à la fin, merci pour le résumé encore à la fin. Bravo. Bravo. Voilà. Alors, il y a d'autres questions dans l'assistance? Marhaba bikoum, posez votre question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Merci. Bon, j'étais en train d'écrire la question, mais Radin Goulha. Bon, je dis, bon, Monsieur Fouzi, c'est très intéressant toute la formation que vous nous présentez et je remercie le conseil aussi Tanger de permettre à de la formation et je suis à des choses, moi je les ignore. Mais il y a un point que vous avez dit, Diel, vous parlez de la réglementation qui doit s'adapter au projet et pas le contraire. Donc, vous avez parlé que le législateur au Maroc, il ne permet pas cette adaptation. Ouais, mais est-ce que qu'il y a des solutions de rechange, des solutions de rechange des articles qui ne peuvent pas être adaptés pour une raison ou une autre à un projet. Je donne un exemple. Maintenant, vous avez parlé de la mezzanine, elle doit avoir une fenêtre comme accessoire pour l'issue de secours à l'extérieur. Mais si on a la situation d'Anna,
une mezzanine, elle reçoit 50 personnes ou la possibilité d'avoir de la fenêtre ou là d'avoir un autre élément d'accessoire. Est-ce qu'il y a des solutions de rechange qui décrit l'objectif de l'article? Donc, l'objectif, ça sera de permettre les usagers de quitter le bâtiment en 30 minutes, par exemple. Donc, l'architecte, il va venir avec une solution qui n'est pas décrite le code, mais qui va répondre l'objectif de l'article. Est-ce que ça, c'est possible? Donc, merci Simedi. Donc, je disais que la réglementation française part sur principe. Quand je dis la réglementation française, c'est la marocaine, parce qu'on a fait une copie mal collée. Parce qu'on a pris des choses, on a enlevé des choses, on a modifié, on a, bon, la réglementation. Donc, le législateur marocain, voilà, exitant. Pourquoi? Parce que c'est le législateur français c'est là où on a récupéré une réglementation. On a modelé un petit peu à la façon marocaine et on a mis, voilà, on a enlevé des choses. En France, on peut déroger sur beaucoup de choses. On peut déroger sur la stabilité au feu. Si par exemple, votre bâtiment, on vous impose 1 heure, vous avez pas, on fait par exemple ce qu'on appelle l'ingénierie. L'ingénierie, ça veut dire des scénarios, c'est des logiciels avec quoi on travaille et on démontre que l'évacuation, si j'ai un feu dans cet endroit qui est à risque, si j'ai un feu dans cet endroit, ben la propagation de ce feu, de ces fumées, peut ne pas atteindre les personnes par rapport à une durée d'une demi-heure, puisque ces personnes ils sont déjà dehors et l'intervention, ça se fera dans les délais adéquats. Donc, pourquoi ne pas mettre une demi-heure au lieu d'1 heure? Donc, on gagne beaucoup sur la réglementation française en termes de stabilité, en termes de désenfumage aussi, ce qui a été fait sur le Grand Théâtre de Rabat, puisque sur la façade, l'architecte, elle ne voulait rien savoir, on ne voulait pas qu'on ouvre des baies sur la façade. Parce que si vous regardez la façade de le Grand Théâtre de Rabat, il n'y a pas de baie, il n'y a rien. On a dû faire de l'ingénierie de désenfumage pour ne pas créer des baies et voilà, pour créer une compensation. Pourquoi? Parce que l'architecte, elle ne voulait rien savoir, elle voulait que son œuvre reste telle qu'il est. Le problématique, c'est que même la réglementation française, elle déroge sur beaucoup de choses. Là, au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont en train de pour parler sur déroger sur les dégagements. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une dérogation sur les dégagements. Donc, même la française, il ne déroge pas sur les dégagements. Si vous avez le nombre de dégagements définis par rapport à votre effectif qu'on a trouvé par rapport à votre activité, ben, il faut qu'on ait les dégagements adéquats. Là, on commence, dernièrement, ils ont joué sur l'effectif par rapport à la densité d'occupation par rapport à telle ou telle activité. Par exemple, les magasins. Si je prends un centre commercial, par exemple, ici au Maroc, on est pénalisé. Si on prend, par exemple, 600, si on prend 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés au Maroc, ça nous fait 2000 personnes. En France, 1000 mètres carrés sur 6. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on multiplie par 2. Et en France, on divise sur 6. Donc, vous voyez un petit peu la différence. En France, ils jouent maintenant sur la densité d'occupation pour réduire le nombre de dégagements, mais ne pas déroger sur les dégagements. Donc ça, déroger sur les dégagements, on n'est pas encore à ce point. On peut déroger sur la stabilité au feu, on peut déroger sur le désenfumage si vous n'avez pas la possibilité de créer des ouvrants, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des conduits. Pourquoi? Parce que le bâtiment est déjà créé et ça n'a été pas fait initialement. Ben oui, on peut avoir des solutions sur l'ingénierie de désenfumage, on peut faire ça sur le désenfumage, sur la stabilité, mais pas encore malheureusement, pas encore sur les dégagements. Et voilà, donc on n'est pas là encore. On y arrivera, Inch'Allah. Déjà ici au Maroc, j'espère que la réglementation déjà, qu'elle soit reprise, mise à jour, parce qu'on souffre. C'est avec cette réglementation qui a été mise depuis 2014 et que, comme ce qu'il a cité Adil tout à l'heure par rapport à l'accessibilité, par rapport aux problématiques de l'accessibilité, tout ça, ben, l'accessibilité, ça n'existe plus dans la réglementation française. C'est fini. Les appartements aveugles et tout ça, ça a été fini en France, mais nous, on a toujours cette problématique des appartements aveugles, des machins, donc qui engendrent beaucoup de travail pour vous et de modeler, de trouver des solutions et ainsi de suite. Donc, on n'est pas là encore. Espérons que ça arrivera un jour. Inch'Allah. Inch'Allah, shukran, merci, M. Fouzi.
Merci, Sifouzi. Merci pour les réponses. Inch'Allah, comme vous dites. Alors, avec des architectes et des ingénieurs spécialisés beaucoup plus au courant peut-être des règlements, on saura apporter les meilleurs amendements. Ya Rabbi Sahel. Alors, il y a d'autres questions dans l'Assemblée. Je vois M. Aguirre Kosaï qui a levé la main. Vous pouvez poser votre question. Oui, vous m'entendez là? On vous entend. Très bien. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette initiative. J'avais deux, trois petites choses. D'abord, le théâtre de Rabat. Pour avoir été l'architecte de chantier pendant 2 ans sur ce projet, je me permets de dire que pour les accès pompiers sur les façades, ils y sont. Et c'est le GRC qui est l'habillage en béton qui est par-dessus, le GRC blanc, qui se soulève pour laisser voir les portes d'accès des pompiers pour les paliers, pour les étages supérieurs à 8 mètres, même pour les étages inférieurs. Donc, la seule problématique, c'est le point rouge. Le point rouge pour signaler ces accès, lui, il n'a pas le droit d'exister. Mais sinon, les accès existent et il y a tout un système commandé par la SSI qui permet d'ouvrir les habillages en GRC sur une structure particulière et ils ont des dispositifs particuliers pour s'ouvrir. Juste un détail. Et des deux façades, côté rivière et côté route. Par rapport à… J'avais aussi une remarque sur la notice. Je sais, on sort un petit peu du sujet du jour, qui est le RT, mais la notice, et d'ailleurs j'y travaille là pour un petit truc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'elle offre comme rail de travail? Elle est certes d'une grande aide, mais elle est très contraignante parce qu'elle met sur le tapis des éléments que le projet ne traite pas forcément. Alors, on va dire, oui, on n'a qu'à mettre non applicable ou quelque chose comme ça. Mais ça pousse à trouver des réponses des fois que l'architecte n'a pas, comme le calcul de la capacité d'une cuisine ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est Belghazi, c'est clair? Très clair, effectivement. Et dernière chose, c'est comme on est sur un forum de discussion entre nous, personne ne nous écoute, je voulais parler à monsieur de quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, depuis que je suis rentré en Maroc. Et je suis rentré en 2011, donc je travaillais avec l'ancien livre de la sécurité incendie qui a été réformé en 2014. Et je voulais revenir sur un point particulier qui est les extincteurs, la distance entre les extincteurs. Alors, on a fait une lecture erronée de la réglementation française, et vous l'avez signalé à plusieurs reprises que nous avons fait du mauvais copier-coller. Et on lit pour la distance entre extincteurs comme étant de 15 mètres carrés. C'est une aberration totale. Elle est de 15 mètres linéaires. Elle est de 30 mètres linéaires. La réglementation française dit qu'un usager ne doit pas parcourir plus de 15 mètres pour tomber sur un extincteur. C'est-à-dire, si on le met au milieu et qu'on lui donne 15 mètres d'un côté, 15 mètres de l'autre, ça fait que les extincteurs sont à 30 mètres, tout comme les RIA. Et quand on est passé dans la réglementation de 2014, au lieu de cette coquetterie de langage, je me comprends, l'usager doit parcourir moins de 15 mètres carrés pour tomber sur un extincteur, on est passé directement à les extincteurs doivent être disposés tous les 15 mètres carrés linéaires. Et là,
le nombre d'extincteurs est doublé dans le bâtiment. Et on tombe sur des factures, la facture, elle est tout simplement multipliée par 2. Et c'est un point très, très, très important. Je n'arrête pas dans tous les projets où je passe de discuter de ce point. Et j'ai même des gens qui me regardent avec des yeux tout ronds, qui disent « qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» parce que ce n'est pas possible. Et je vous assure qu'il faut regarder ça de près et bien s'attarder sur la formulation de la phrase et faire attention au passage de l'ancienne législation d'avant 2014 et la nouvelle version du nouveau livret et de la législation française qui est à l'origine de tout ça. Tafren, Fahmtini. Très bien saisi. J'aimerais bien connaître l'avis de monsieur parce que c'est quelqu'un du métier et j'aimerais bien discuter avec lui de ça. Si Adil, la parole est à vous. Bonjour, c'est Aguirre. Le premier point, donc, moi j'ai collaboré avec, donc, au début des débuts sur le grand théâtre de Rabat. Et on s'est battu sur le désenfumage par rapport à l'espace qui sera dédié par rapport à l'exposition, par rapport au désenfumage, pour les ouvertures, pour le désenfumage. C'est de ça que je parlais. Par rapport au désenfumage naturel. On avait fait, on a proposé… Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était pour l'accès. Non, par rapport là. Donc, par rapport, parce que le pompier à l'époque, je ne citerai pas le nom, le pompier il demandait qu'on fasse des ouvertures, des ouvrants en façade pour créer par rapport au désenfumage naturel. Donc, nous, on avait fait une simulation, comme ce qu'on fait en France, une simulation sur 3 propositions pour montrer que la partie exposition, voitures ou autres, ou voilà ce qu'ils peuvent exposer sur cette partie, que ça peut ne pas engendrer, que voilà on l'a convaincu, on ne l'avait pas fait. Je connais le sujet, oui. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, la notice, depuis donc, le 4 janvier, donc elle est obligatoire. La notice, oui, elle apporte beaucoup de choses, qui est que au début, quand on faisait la notice, elle n'était pas obligatoire. Avant l'application de ce règlement, elle n'était pas obligatoire. C'était, voilà, soit le pompier l'imposait, mais ça a été toujours une couverture d'avoir un pompier qui valide les plans que d'avoir une notice qui dit. Mais sur les grands projets, ça a été obligatoire. Mais la notice, oui, on ne prenait pas en considération avant cette application réglementaire. On ne la prenait pas en considération. Parce que la notice, c'était voilà, un élément que voilà, on le met et après, voilà, on part sur les aspects, ce que le bureau d'études impose, ce que le bureau de contrôle exige, et ainsi de suite. Et on part sur le chantier jusqu'à la délivrance du permis d'exploiter, et ainsi de suite. Là, maintenant, qui est obligatoire et en langage, la signature de votre signature, la signature de celui qui la rédige et du bureau de contrôle, mais dans le règlement général de construction, il est clair. Le règlement général de construction, si on voit par rapport à une espèce d'un petit paragraphe qui spécifie la responsabilité de chacun. Elle dit que voilà, la conception des plans, c'est la responsabilité de l'architecte. L'application du règlement, c'est la responsabilité du bureau d'études. Et le matériau choisi, c'est la responsabilité du bureau de contrôle. Ça veut dire tous les matériaux choisis au sein de la façade et ainsi de suite, tout ce que la notice impose, c'est la responsabilité du bureau de contrôle. C'est ça, ils ont dispatché. Et sur cette paragraphe, c'est clair, la responsabilité de chacun. Vous, c'est l'ouvrage, nous, c'est l'application de cet règlement. Et le bureau de contrôle, c'est vraiment sur les matériaux choisis. Ça, et la notice, moi, ce que je trouve, c'est que voilà, c'est vraiment un point qui sensibilise, parce que ça peut aider aussi par rapport les gens parce que la sécurité, nous, on ne l'a pas ici au Maroc. Ce n'est pas comme en France où on est sensibilisé sur la sécurité, sur beaucoup de choses, sur l'incendie, puisqu'en France, le détecteur, il est obligatoire. Vous le savez, le détecteur, il est obligatoire dans les appartements. Que la chose, il n'est pas ici au Maroc, non. Donc voilà, moi, je trouve que la notice, ça vous a amené à la lire, puisque vous engagez votre responsabilité systématiquement, responsabilité de l'ouvrage, parce que le règlement général est clair. Puisque vous engagez votre signature, systématiquement, vous avez un regard sur ce qui était mis sur cette notice. Auparavant, si je peux me tromper, auparavant, ça a été rare que les architectes lisent cette notice.
Donc, voilà, il partait sur les plans, sur les remarques sur plan. Donc, la notice, elle était délaissée. Mais par contre, là maintenant, qui est obligatoire et il y a votre signature, là, je pense qu'il y a un regard plus soigneux de votre part sur cette notice et ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est un bon point. Comme ça, vous savez que le chantier où il va, les matériaux choisis, le nombre de sorties et toutes les exigences que vous avez dit par rapport au matériau et tout ça. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Pardon. Je suis d'accord avec vous, mais la problématique aussi, elle est là, c'est qu'au moment où on rédige cette notice, c'est l'architecte, c'est moi qui la rédige, en travaillant sur les textes et en passant beaucoup de temps. Et le bureau d'études et le bureau de contrôle, des fois, ils ne sont même pas encore assignés. C'est-à-dire, au Maroc, on dépose un permis de construire à l'APS, pas comme en France où on le dépose à l'APD, où on a déjà contracté un ingénieur et des gens qui peuvent participer et prendre leur part de responsabilité. Ici, non. Ici, tu es tout seul face à la notice et elle est contraignante par rapport à sa forme. Pourquoi elle n'est pas, comme en France, un texte, certes, qui respecte exactement le plan que donne tout de suite la notice, mais qui soit un peu plus souple et moins ingénierie et plus architecture, c'est-à-dire de respecter les dégagements, de calculer l'effectif, de voir le type et de faire toute cette démarche dont vous avez parlé brillamment tout à l'heure et de suivre le rail, mais d'une façon beaucoup plus souple et moins contraignante que maintenant, comme ce qui se fait en France. En France, l'architecte rédige la notice. Ici au Maroc, la rédaction de la notice, c'est le bureau d'études agréé qui a l'obligation de la rédiger. Ça, c'est spécifié sur le règlement général de construction. D'accord. Ouais, le règlement général de construction, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de l'ingénieur spécialisé. L'ingénieur spécialisé, c'est qui? Mais c'est le bureau d'études agréé, puisque dans l'agrément, pour délivrer l'agrément par le ministère de l'Équipement, ils imposent d'avoir des ingénieurs spécialisés, des ingénieurs spécialisés d'État et qui sont formés auprès des services de protection civile et avoir un brevet, obtenu un brevet. C'est ça l'ingénieur spécialisé, c'est d'avoir, donc la notice, elle est obligatoirement rédigée par un bureau d'études agréé. Des bureaux d'études non agréés, ils n'ont pas le droit de rédiger cette notice. Donc, systématiquement, ils ont donc ils connaissent leur boulot, ils ont une garantie, vous avez une garantie d'État par rapport à ça. Donc, ça, c'est le point de la notice. Après, je termine avec votre dernière question sur les extincteurs et les distances. Là, oui, on a juste une interprétation, une mal interprétation, on interpelle mal la réglementation. La réglementation, ce que vous avez dit, c'est comme en France, c'est pareil, on a fait une copie-collée. La législation ici, qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? C'est qu'on doit parcourir 15 mètres pour trouver un extincteur si je suis sur une circulation. Sur une circulation longue, la personne, il faut qu'elle parcourt 15 mètres pour trouver un extincteur. Ça veut dire si je fais la distance entre un extincteur A et l'extincteur B, ça veut dire qu'il y a 30 mètres entre les deux extincteurs. Exactement. Voilà, si je suis au milieu, je dois parcourir 15 mètres pour trouver, je parle de circulation. Par contre, sur un espace vaste, là, on parle 200 mètres carrés. 250 mètres carrés pour les bureaux et 200 mètres carrés pour tout ce qui est à risque, pour les établissements qui sont à risque. Ça veut dire que si vous avez un plateau bureau qui fait 300 mètres carrés, vous mettez 2 extincteurs puisque les 250 mètres carrés, vous les dépassez, donc vous mettez 2 extincteurs, pas plus. Je parle des extincteurs à eau ou à poudre. Par contre, tout ce qui est CO2 qui est dédié pour tout ce qui est électrique, là, vous mettez certains plus tout devant. Chaque fois que vous avez un tableau électrique, vous avez un ondulaire où vous avez une zone dédiée par rapport, il y a des ordinateurs, des imprimantes et tout ça. Là, on met un extincteur spécifique adapté, celui de CO2. Par contre, là, la réglementation, oui, il y a une malinterprétation. J'en ai vu, vous avez raison, j'en ai vu sur des établissements là où je suis rentré faire des audits ou peu importe, ou être en réunion, je croyais qu'ils vendaient des extincteurs, tellement il y en avait. Oui, oui, j'ai même posé la question. Moi, je ne me gêne pas. À chaque fois, je l'ai dit. Je vais vous vendre des extincteurs, vous avez une autre activité, quoi. Donc, c'est vrai que, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne connaissaient pas, qui s'étaient lésés par rapport à des installateurs qui sont venus
ils interprètent mal la réglementation qui leur apporte de l'argent. C'est pour ça qu'ils l'interprètent mal. C'est pour ça qu'ils disent, voilà, tous les 15 mètres, il faut un extincteur. Donc, on se retrouve tous les 15 mètres, un extincteur. C'est énorme, c'est aberrant. Donc, oui, vous avez raison, mais le règlement, il est clair. Je dois courir 15 mètres pour un extincteur. Par contre, les RIA, non. Les RIA, on ne parle pas de distance. On parle de 2G se croisent. Les RIA, on prend votre surface, on prend par rapport à la distance de longueur, votre longueur de tuyau que vous avez choisi, 25 ou 30. Si vous mettez 30, ben on fait une espèce de rayon sur les deux RIA, mais minimum, il faut avoir 2. Pourquoi? Parce que le législateur spécifie que 2G se croisent. Ça veut dire il faut que j'attaque avec 2G. Ça veut dire qu'il faut minimum 2 RIA. Donc, ça, c'est les RIA, c'est juste cette phrase voilà, qui spécifie l'obligation d'avoir le nombre défini par rapport à une surface. Donc, voilà, c'est un petit peu le… Merci beaucoup. Merci. Et je suis très heureux de rencontrer enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi sur ce point, parce que j'ai beaucoup souffert là-dessus. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que je disais, effectivement, il faut des synergies, il faut des rencontres pour essayer d'amender un petit peu toutes ces lois. Alors, il est déjà 18h27, on a pris beaucoup de temps pour Si Adil, mais il y a, il y a encore 2 autres questions. Si Adil Bar et si Younes, je ne sais pas qui est le premier, il n'affiche pas le… bon, si Younes, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous avez une question à poser? Oui, d'abord, je tenais à vous remercier pour la qualité de cette présentation. Et ma question est la suivante. C'est pour les accès pompiers. C'est la définition des accès pompiers. C'est-à-dire, c'est quoi les exigences et la norme pour un accès pompier depuis la façade. Aujourd'hui, la difficulté qu'on trouve avec les intervenants, notamment les entreprises, c'est que cet accès-là, comment il doit être? Est-ce que c'est une poignée? Est-ce que c'est une clé de pompier? Est-ce que c'est juste un vitrage qu'on va venir, que les pompiers vont venir casser, etc. Donc on a trop on entend trop de définitions. J'aimerais bien savoir votre avis sur cette question. Donc, bonjour Sios. Merci. Donc, les accès pompiers sont obligatoires donc, dès qu'on passe d'une voie engin à une voie échelle. Donc, à partir de 8 mètres, dès que mon dernier plancher accessible au public ou les habitants, ou peu importe le bâtiment, est-ce que je suis en habitation ou je suis en RT, établissement sur le travailleur. Donc, on impose des baies, ce qu'on appelle les baies accessibles. Les baies accessibles, ils sont imposés. Les baies accessibles, il y a deux choses. Soit on est sur une façade aveugle ou soit sur une façade accessible. La différence entre la façade accessible et la façade aveugle, ça veut dire que vous ne donnez pas les dimensions réglementaires des baies que vous avez mis sur votre façade. C'est quoi les dimensions réglementaires? C'est 1,30 sur 1,90. Si vous avez des baies sur votre façade qui donne les dimensions de 1,30 de longueur sur 0,90, là on est sur une façade accessible où c'est là on a le choix de définir la baie par rapport à la baie pompier. Si on est sur une façade aveugle, ça veut dire vos baies ne donnent pas les dimensions réglementaires 1,30 sur 0,90. Là, on va vous imposer de créer des baies accessibles aux pompiers. Ben, ces baies accessibles aux pompiers, ils vont être définis par rapport à une longueur de façade. Ça veut dire si entre 10 et 20 mètres, on va mettre une baie superposée de 4 mètres par rapport à une distance qui lui superpose de 4 mètres. Et ainsi de suite. Et après, on y va, on va multiplier les baies au fur et à mesure que les étages sont supérieurs. Par rapport au même, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est l'accès. L'accès, il doit être de l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout simplement une clé turquoise parce que les pompiers, ils n'ont pas d'autre moyen que la clé turquoise. C'est avec la clé turquoise, on ouvre les ascenseurs. C'est avec la clé turquoise, on ouvre la baie de l'extérieur vers l'intérieur en poussant vers l'intérieur. La baie, il faut qu'elle donne soit une circulation, soit sur un local qui n'est pas à risque, tout simplement. Donc, c'est ça la définition entre façade aveugle, façade accessible, les dimensions des baies et les obligations d'ouverture de l'extérieur vers l'intérieur avec une clé, avec une turquoise. Et bien sûr, ce qu'il a dit, c'est Aguirre tout à l'heure, le petit rang
qui est rouge, qui fait plaisir à tout le monde, comme ça, pour reconnaître. Là, on met le rond rouge quand votre façade est aveugle. Et vous avez créé des baies spécialement. Pourquoi? Parce que vous n'offrez pas les dimensions réglementaires. Donc, on met le petit rond rouge. Si votre façade est accessible, vous présentez les dimensions réglementaires, il n'y a pas besoin de baies, le petit rond rouge. Ils peuvent rentrer. Oui, Voilà. très bien. Et on a le droit de les utiliser pour accéder, par exemple, à une passerelle. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Ils sont pas, c'est comme les ascenseurs prioritaires. Quand on dit un ascenseur prioritaire, il y a beaucoup quand on parle des ascenseurs prioritaires pour les pompiers, il y a beaucoup de monde qui croit que les ascenseurs ils vont être stationnés et attendre que les pompiers, qu'on a un incident ou un accident, qu'on appelle les pompiers pour que ça soit utilisé que pour les pompiers. Non, on l'utilise. Voilà, dans ce qu'on peut utiliser, dans la nécessité du moment. Mais après, bien sûr, c'est pour les pompiers. Mais il faut, voilà, donc ne pas le détériorer, c'est tout. Merci. Merci, Sefoussi. Merci, Siadil. Alors, une dernière question de notre vétéran Siadil Lebar, à moins qu'il n'ait juste oublié de baisser la main avec le logiciel. Je veux bien une dernière Yallah, question, c'est Adil. Moi, yallah. j'ai un problème toujours avec le passage mais les textes, la réalité, notamment dans notre cher pays. D'abord, le problème qui se pose, on établit une notice et puis on fait des annotations, on fait des prescriptions, les plans, on adapte les plans, la notice, et puis on passe l'exécution, l'équipement. Et ça, c'est un autre monde. Je prends un simple exemple tout bête. On nous impose dans des bâtiments d'installer des RIA. Alors, les RIA sont une installation en eau, bien sûr, parce qu'ils fonctionnent à l'eau. Malheureusement, le cas maintenant de le Nord, Tanger-Tétouan, vous savez bien que les RIA, ils fonctionnent avec une pression, corrigez-moi si je me trompe, je crois environ 4 bars, alors que la pression M10, elle ne dépasse pas les 1,5 bars. Est-ce que pour faire fonctionner un RIA, on va demander au maître d'ouvrage d'installer des surpresseurs? Et donc, auquel cas, من بعد les RIA qui ont lieu de simples tuyaux d'arrosage. Donc, pourquoi imposer des équipements qui ne servent à rien? Dans le même sillage, la notice de sécurité et la protection civile font référence à des bornes incendies ou à des poteaux incendies qui sont là pour le décor, qui ne sont même pas branchés. Vous savez de quoi je parle. D'une part. D'autre part, j'ai une question qui me taraude l'esprit un peu. Parce que avec la réglementation qui à chaque fois, elle pèse sur le dos de l'architecte, d'abord, vous le savez bien que la réception provisoire des travaux incombe à l'architecte. C'est-à-dire que le président de la commune, il délivre le permis d'habiter sur la simple présentation de l'attestation de réception provisoire des travaux par l'architecte. Je me vois mal comment je vais réceptionner des lots où mes compétences sont très limitées. Maintenant, une notice de sécurité, اللي كانت فيها un paragraphe à l'installation de gaz. Comment moi je vais réceptionner une installation de gaz? Et s'il y a des vannes qui manquent, donc je suis responsable. Le bureau d'études qui a fait la notice, il a touché ses honoraires ou il n'a plus de responsabilité dès le moment où le plan est autorisé. Donc moi, je suis obligé de réceptionner des travaux et des équipements qui ont été suggérés par un bureau de contrôle ou un bureau d'études. Moi, je ne conçois pas comment les choses vont aller dans ce sens. Et merci beaucoup. Merci, Siadil. Donc, en termes des installations, vous avez parlé des RIA. Les RIA et les poteaux. Oui, la législation impose 2,5 bars minimum pour les RIA, les plus défavorisés. Donc, les RIA, comme ce que j'ai
exposé tout à l'heure, pour les ERT, les établissements sur du travailleur, c'est un cas exceptionnel. C'est par rapport à une analyse des risques, c'est là où on impose les RIA. Les RIA, vraiment, c'est imposé par rapport au type d'établissement, parce que oui, on a tendance ici au Maroc à en mettre plein le paquet. On a une législation, on a une réglementation qui impose les moyens adéquats par rapport au risque ou par rapport à l'activité, ce qu'on a. Donc, les RIA, ils ne sont pas imposés automatiquement. Mais quand ils sont imposés, oui, il faut qu'elles soient mises conformes à la réglementation. Donc, ça, oui. Un indice, si elle offre une barre, ben, vous êtes obligé, malheureusement, oui, vous êtes obligé voilà, le maître d'ouvrage a l'obligation de mettre un surpresseur et même de mettre, si un indice ne peut pas offrir voilà, le débit qu'il faut, ben, on est obligé de créer une bâche à eau de 10 mètres cubes et voilà, et créer des surpresseurs. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais c'est une exception. C'est une exception, pourquoi? Parce que les RIA, ils ne sont pas obligatoires systématiquement. Ça, c'est par rapport à l'activité, ou par rapport, il faut voir l'activité, il faut voir la grandeur de mon établissement, même dans les ERP. Les ERP, on ne trouve pas des RIA de partout. Donc, on trouve vraiment dans les catégories supérieures et dans les activités à risque. Et après, dans la réception. La réception, maintenant que la législation a changé, même avant, il y a toujours un accompagnement. Il y a un accompagnement par le bureau d'études spécialisé dans la sécurité incendie, dans sa partie sécurité incendie, et le bureau de contrôle dans sa partie, tout ce qui est l'eau technique, tout ce qui est structure, élec, tout ce qui est l'eau technique. C'est à partir du moment où vous êtes accompagné par deux entités qui ont une spécialité définie. Donc, vous êtes couvert. Vous êtes couvert, pourquoi? Parce qu'à la fin, ces deux entités délivreront une attestation de conformité et vous êtes couvert par rapport à cette attestation de conformité du bureau d'études, le bureau de contrôle, qui vont vous accompagner tout au long du projet. Si bien sûr, si le maître d'ouvrage fait le choix de ne pas avoir un accompagnement par rapport à ces dons, bien sûr, votre responsabilité, elle est engagée par rapport au permis d'exploiter. Votre responsabilité, elle est engagée. Donc, pourquoi? Parce que le maître d'ouvrage a fait le choix de ne pas être accompagné par rapport à ces deux entités qui sont spécialisées, qui peuvent offrir la réception des installations et ils ont plus, voilà, ils ont la connaissance par rapport à leur secteur et pour leur métier. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un choix et c'est une responsabilité. Et après, voilà, la réception, c'est un choix du maître d'ouvrage. Voilà, c'est le coût. Voilà, comme vous avez dit, des fois, on prend le bureau d'études parce que c'est une obligation réglementaire pour avoir le permis de construire. Et après, voilà, on fait les travaux et on ramène les installateurs, ils font n'importe quoi. Et après, à la réception, on se retrouve en réception des ouvrages qu'on n'a pas la connaissance. Voilà, et après, on endosse une responsabilité. Oui, ça, c'est un choix. Donc, peut-être qu'on va terminer sur ce mot, le choix, ces deux mots, les choix et les responsabilités, qui gouvernent toutes nos actions en tant que professionnels. Hein. Alors, je pense qu'on va terminer maintenant parce qu'il est déjà 18h39. On a pris beaucoup de temps à Adil. On le remercie encore beaucoup. La prochaine réunion sera donc le 9 février sur les règlements des installations classées pour l'environnement. C'est ça, Adil? Oui, c'est ça. On va parler des unités industrielles par rapport aux classifications, de sortir de l'ERT et partir sur des unités industrielles par rapport à une réglementation, une législation française, puisque on va parler du vide juridique marocain et voilà, et comment on se rabat sur une réglementation française par rapport à ce type de classement. Voilà. Voilà, je vous remercie encore et je vous remercie l'assistance et on se dit donc à mardi prochain, 17h, Inch'Allah, bihawlillah. Merci encore à tous. Merci Adil, merci énormément. Yalla, ma'a salama. Merci à vous. Merci, au revoir. Allez,